En manchette aujourd'hui, le gouvernement Legault lève le voile sur une partie de son plan de déconfinement et l'Association des pédiatres trouve préférable un retour en classe avant septembre. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 27 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans la Naudière se situe maintenant à 1913 et à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 1599 décès reliés à la COVID-19. En ce moment, dans la province, il y aurait 1541 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 210 aux soins intensifs. Et dans la MRC d'Autrey, on retrouverait maintenant 154 tests positifs à la COVID-19. Et pour ce qui est des hospitalisations reliées à la COVID-19 pour l'ensemble de la Naudière, il y en aurait 58 et 14 personnes aux soins intensifs. Alors, durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre François Legault a présenté une première partie de son plan de déconfinement progressif, la partie qui touche les services de garde et le monde scolaire. Mardi, demain, ce sera au tour du dévoilement du plan de déconfinement progressif pour les entreprises. Alors, les écoles primaires vont ouvrir le 11 mai dans la plupart des régions du Québec et le 19 mai dans la grande région montréalaise. Le tout, c'est conditionnel, bien sûr, à ce que d'ici là, la situation dans les hôpitaux reste relativement stable ou du moins ne s'empire pas. Et le premier ministre a précisé que la décision a été prise d'attendre à la fin août pour le secondaire, puisque ces élèves utilisent davantage le transport en commun et que c'est plus difficile pour garder un 2 mètres de distance dans les autobus et qu'ils utilisent aussi plus l'enseignement à distance que ceux du primaire. Aussi, bien sûr, ça va réduire l'achalandage dans les transports en commun, dans les grandes agglomérations, si les étudiants du secondaire, du cégep et de l'université ne retournent pas dans les institutions d'enseignement avant la fin août. Et pour le primaire, il y a diverses mesures de protection qui seront prises, dont une limite de 15 enfants par classe. Et comme aucun parent n'est obligé d'envoyer ses enfants avant la fin de l'année en cours, le premier ministre a dit s'attendre à ce que de toute façon, ce ne soit pas tous les enfants qui prennent la direction de l'école en mai. De plus, les enfants qui ont des problèmes de santé ou dont les parents ont des problèmes de santé susceptibles de leur causer des complications s'ils contractent la COVID-19 sont priés d'être gardés à la maison. Et François Legault a indiqué avoir pris la décision d'un retour progressif pour les enfants du primaire, notamment en pensant au bien des enfants, surtout ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, en tenant compte aussi que le risque est limité. On se souviendra que jusqu'à présent, il y a eu peu de conséquences graves pour les enfants et de façon générale, peu de conséquences graves pour les personnes de moins de 60 ans. Et de plus, on ne prévoit pas de vaccin avant 12 à 18 mois et on ne voit pas les enfants rester à la maison 12 à 18 mois, a indiqué le premier ministre Legault. Et en septembre, le risque ne sera donc pas très différent. Et comme il n'y a pas de certitude pour l'instant concernant l'immunité communautaire, ce sera un bénéfice secondaire si on a de l'immunité communautaire, a nuancé aujourd'hui François Legault. Et dans son point de presse, le premier ministre a aussi indiqué que parmi les gens célèbres qui se sont portés volontaires au cours des derniers jours pour aller donner un coup de main dans le système de santé, on retrouve notamment le footballeur Laurent Duvernay-Tardif et l'ancienne patineuse originaire de la région de Berthier, Joanie Rochette. Et tel qu'indiqué en manchette, il y a l'Association des pédiatres qui trouve préférable un retour en classe avant le mois de septembre. Nous en avons discuté avec son président Marc Lebel et l'entrevue, je vous le précise, a été réalisée avant que le premier ministre dévoile cet après-midi les détails de son plan de déconfinement. Alors voici la première partie de l'entrevue que le président de l'Association des pédiatres nous a accordée par vidéoconférence.
Alors que le gouvernement Legault évoque un plan de déconfinement à être annoncé dans les prochains jours et une réouverture progressive des écoles avant la fin de la présente année scolaire, les opinions sont partagées sur une telle réouverture des écoles avant la fin de l'année scolaire en cours. Nous discutons aujourd'hui avec le président de l'Association des pédiatres du Québec, M. Marc Lebel. Son association s'est clairement positionnée en faveur d'une réouverture graduelle des écoles sans attendre septembre. Bonjour, M. Lebel. Bonjour. Alors, comment peut-on réconcilier votre message avec la crainte de certains parents qui sont hésitants à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école dans les prochaines semaines? Bon, ça, c'est un sujet qu'on a entendu souvent, la préoccupation des parents, et je vais certainement y revenir parce qu'il y a des messages assez clairs à passer. Quand on parle de la COVID, il faut réaliser que c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est vraiment depuis décembre, janvier qu'on en avait entendu parler. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris au fur et à mesure. Le premier point qui était important, puis ça, le gouvernement a très bien fait, c'était de dire on a besoin de protéger nos personnes à risque. Puis clairement, les personnes à risque, c'est qui? C'est les personnes âgées, les personnes dans les CHSLD, puis certains patients immunocompromis. Donc ça, le gouvernement l'a bien fait. Tout le monde était d'accord avec ça. On est rendu maintenant 6 semaines plus tard. Et là, bien, il y a des constats qu'on a faits à l'Association des pédiatres. C'est sûr qu'en premier, ça a été le gouvernement, c'est le premier ministre là, qui a dit ça la semaine dernière. Donc, nous autres, à l'Association des pédiatres, suite à ce que le premier ministre et M. Arruda avaient dit, bien, on s'est positionné là-dedans. Donc, comme j'avais mentionné, le but primaire du confinement, c'est de protéger ceux qui sont à risque. C'est important d'aplanir la courbe. De confiner les enfants, oui, ça permet de diminuer un certain nombre d'infections, mais il y a plusieurs constats. Premier constat, c'est que les enfants, ça on le sait maintenant, on le savait moins il y a 6 à 8 semaines, les enfants, quand ils font la maladie, sont peu ou pas malades. Quand on regarde les chiffres du gouvernement, ceux qui décèdent, c'est les personnes âgées, les personnes en haut de 70, certaines personnes en haut de 60. Dans le monde, là, des décès d'enfants, c'est vraiment exceptionnel. Donc, premier constat, les enfants sont peu ou pas malades. Le fait de confiner les enfants, il y a quand même des problèmes. Les enfants, là, ça, c'est habitué à jouer, c'est habitué à interagir avec les gens. Puis ce qu'on se rend compte aussi, le fait qu'il n'y ait plus d'école, qu'il n'y ait plus de garderie, bien, ça a un impact psychosocial particulier. À chaque jour au Québec, chaque jour de la semaine, au Québec, il y a 240 000 enfants qui reçoivent des petits déjeuners à l'école. Ils ne le reçoivent plus. Les enfants qui sont en garderie, bien, ils reçoivent un repas, ils reçoivent des collations, ils ne le reçoivent plus. Beaucoup de gens de la population sont pris avec des pertes d'emploi, des diminutions significatives de salaire. Donc, on se retrouve en fait à oublier cette portion-là d'enfants. Il faut quand même penser l'aspect protection de la jeunesse. Ce qu'on voit depuis le début de la pandémie, du confinement, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de déclarations de la protection de la jeunesse. Pensez que le monde est pris dans un petit local. Là. Il y a des 4 personnes qui sont dans des 3,5, 4,5, parents qui ne travaillent pas, soucis d'argent, soucis de nourriture. C'est clair qu'il y a des problèmes, puis actuellement, on ne les aide pas. L'autre chose aussi, l'école, la garderie, les intervenantes en CPE, les professeurs à l'école sont très bons pour voir la négligence, voir la maltraitance, puis voir aussi beaucoup détecter précocement les troubles d'apprentissage, les troubles de comportement. Ce filet-là, on ne l'a plus. Un point aussi qui est important, c'est je sais, puis on entend, on a eu des réactions de parents qui n'étaient pas contents avec la proposition. Nous autres, on propose ça au gouvernement, c'est le gouvernement puis le ministère là, qui prennent les décisions. Mais comme j'avais mentionné, les enfants sont généralement peu malades. Si on ne les sort pas maintenant, on les sort au mois de septembre, il n'y aura pas plus d'immunité de groupe. Le vaccin
On ne l'aura pas avant 6, 9, puis en fait, probablement plus réaliste, 12 à 18 mois. Donc, en septembre, on est de retour à la case départ, qui est la case du mois d'avril. Donc, il est important, puis c'était la proposition de l'Association des pédiatres, de faire un déconfinement progressif. Pas tout le monde en même temps. Il y a plusieurs pays qui font ça. Les autres qui ont proposé des demi-journées, des journées alternées, d'augmenter progressivement la sortie. C'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des parents qui ne voudront pas les envoyer. C'est correct qu'on respecte leurs décisions. Il y a des parents, je prends par exemple des grands-parents qui gardent un enfant. Pas idéal, là. Tu n'envoies pas l'enfant à l'école. Celui qu'on veut protéger, c'est les grands-parents. À l'inverse, si on veut que les parents travaillent, vous savez, un enfant de 8 ans, il va aller où? Il va aller avec la grand-mère puis l'infecter? Super! Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un filet pour la garderie, qu'on ait un filet, en fait, pour l'école. Puis nous autres, on veut que les enfants puissent être des enfants. Ce n'est pas fait pour être confiné 24 heures par jour dans un 3,5 ou dans un 4,5. Puis les adolescents, ils ont besoin de vivre leur vie aussi. Donc, ceux qui disent les enfants seraient utilisés comme des cobayes, c'est pas une bonne façon de voir les choses, là. Non, du tout, du tout, du tout. Les enfants, là, les données, on a des données québécoises, canadiennes, mais il y a des données internationales dans des pays où il y a eu nettement plus de cas que nous autres. Les enfants, ça ne ressort pas. Prendre un exemple, la Suède. Tous les enfants ont continué d'aller à l'école. En fait, eux autres, ils n'ont rien arrêté. C'est comme si on était d'habitude. Il y a un nombre de morts. Ça a l'air d'être comparable à nous autres. C'est sûr qu'en CHSLD, actuellement, il y a un problème majeur. C'est très triste qui se passe, mais ces personnes-là, de toute façon, on ne s'attend pas à ce que les enfants y aillent. Puis, probablement un problème pour nous autres qui est plus important, là, il y a la panique avec le COVID. La panique, là, à un moment donné, ça a l'air d'être plus contagieux que la maladie en soi. Puis là, les gens deviennent plus raisonnables. C'est certain que c'est difficile pour les gens de comprendre qu'il y a 6 semaines, là, vous fermez la porte, vous barrez ça, vous restez en cabané chez vous. Puis là, on dit, ben là, il est peut-être le temps de sortir les enfants. Première affaire, le gouvernement, la santé publique vont établir des normes, des règlements par rapport à ça. C'est eux autres qui vont mettre les règles du jeu, mais il est temps que les enfants puissent être des enfants. Puis la décision finale, c'est les parents. Pour les professeurs d'école, c'est sûr que ce n'est pas idéal de mettre un professeur d'école âgé, mais quand on regarde, on a quand même beaucoup de professeurs d'école qui sont relativement jeunes. Quand ils sont jeunes, ce n'est pas les 20 ans, 30 ans qui vont avoir des problèmes. Alors, nous vous présenterons la suite de cette entrevue au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Merci aux organismes communautaires autonomes pour les activités offertes en ce temps de pandémie. La table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anaudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, les travailleuses, les bénévoles et les personnes impliquées au sein de ces 199 organismes membres. Pour briser l'isolement, ces groupes ont créé des cercles de partage, des réseaux d'échange sur les médias sociaux. Ils offrent des activités interactives en ligne où les membres peuvent se voir quand même, envoient des activités, du matériel pour que les membres puissent continuer à pratiquer les activités. Ils organisent même des 5 à 7 virtuels pour garder le contact entre eux. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors,
Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 27 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Françoise Sylvestre, Sylvie Bissonnette et Francine Latour. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce 27 avril. L'an dernier, à cette période de l'année, la digue à Sainte-Marthe sur le lac a rompu et dans plusieurs régions du Québec, des résidents ont connu des inondations à leur demeure. Alors, mieux vaut se préparer en cas d'inondation printanière. On en a discuté des précautions à prendre au printemps quand il y a des risques d'inondation avec le préventionniste du service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey, Francis Doyon. Voici la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée à ce sujet. L'autre chose qu'on peut faire, c'est enlever ou fixer les objets sur le terrain qui sont situés à l'extérieur. Vous avez des chaises ou qui dépendant si c'est des niveau d'eau, à quel point il peut monter. Mais vous avez des aménagements ou autres que vous désirez garder. C'est sûr et certain qu'avec les débits d'eau, le niveau d'eau qui monte, quand que ça redescend, la plupart du temps, les choses qui sont situées à l'extérieur peuvent partir également et avec des cours d'eau. Donc, si vous voulez peut-être fixer ces objets-là ou les rentrer à l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui peut se faire durant cette période-là. Si on voit que l'eau menace d'entrer ou qu'on voit un début d'infiltration, comme je l'ai mentionné tantôt, on coupe l'électricité et les sources de gaz pour éviter tout risque d'incendie relié à l'infiltration des eaux à l'intérieur de la maison. Puis bien sûr, on peut protéger les ouvertures à l'aide de poches de sable et des membranes de polyéthylène. Comme à chaque année, les gens, la plupart du temps, qui sont confrontés ou certaines zones inondables sont habitués. Il y a eu quelques années, on a eu l'armée qui était venue faire des poches de sable et on distribuait ça pas mal partout à travers la ville, la MRC. Donc, c'est la même chose. Si vous voyez que ça peut être quelque chose qui est à risque, peut-être garder aussi des poches de sable à la maison. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont été inondés dans le passé, qui sont toujours situés dans une zone inondable, qui ont déjà utilisé des sacs de sable dans le passé, mais ils savent que peut-être que leur domicile est à risque. Gardez-les. Allez pas vous en débarrasser. Vous savez que peut-être l'année prochaine, la même situation va se reproduire. C'est juste que maintenant, vous allez être mieux équipés pour faire face à la situation. Donc, encore une fois, on peut se faire des murets avec des poches de sable et, comme je disais, des toiles, des membranes de polyéthylène pour justement garder l'étanchéité et pour éviter justement l'infiltration ou s'il y a une faiblesse au niveau de votre muraille de sable, bien ça au moins la membrane est une très bonne protection puis ça donne une étanchéité à tout ça. Donc, c'est des petites solutions ou des petites préparations qu'on peut faire pour éviter des fois que la situation dégénère ou qu'elle empêche.
Les gens pourraient s'asphyxier. Pardon? Les gens pourraient Exactement. s'asphyxier. Les gens pourraient s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Le barbecue, c'est la même chose. C'est une source de chaleur qui génère énormément de monoxyde. Donc, oui, c'est bien beau. Ça peut être un moyen de dépannage pour la cuisson. On ne dit pas de ne pas l'utiliser. C'est facile. Des fois, c'est une certaine portion du terrain qui est inondé. Des fois, la main est libre. Et aller faire le barbecue en avant, ou encore une fois, on peut s'aménager quelque chose au niveau de notre préparation. Quand on sait qu'on est peut-être près d'être inondé, de préparer des installations extérieures pour être en mesure de cuisiner, si on veut cuisiner sur notre barbecue, tout comme la génératrice. Mais on ne rentre pas ça à l'intérieur parce que ça peut dégager énormément de monoxyde. C'est un autre fléau. Même si on a un avertisseur de monoxyde dans la maison, on n'utilise pas ces équipements-là à l'intérieur. Plein de bons conseils. C'est certain que ça peut servir à des gens dans le coin. D'autres choses que vous voulez ajouter? Au niveau des inondations, je pense qu'on a quand même aussi fait le tour. C'est sûr et certain que les gens qui se sentent interpellés par les deux sujets, vous pouvez quand même aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations. Le site Internet de la MRC d'Audrey, on y retrouve beaucoup d'informations concernant les inondations. Alors revenons maintenant à la COVID-19 et notamment à la situation dans plusieurs centres de soins de longue durée. Suite aux récents événements survenus notamment dans un CHSLD de Dorval, la députée de Joliette, Véronique Yvon, réitère une proposition déjà mise de l'avant par le Parti québécois, la création de la fonction de protecteur des aînés. Et par ailleurs, le Parti québécois demande aussi au gouvernement caquiste et en particulier à sa ministre de la Culture d'aider à la reprise de l'industrie culturelle et de mettre sur pied une campagne d'achat local aussi en culture. Et le Parti québécois propose aussi d'ouvrir les librairies avec un service pour emporter. On passe maintenant à la seconde pause. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, On doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit jeter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, restez chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Au centre d'hébergement Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 16 avril, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Irène Bélanger, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa fille Francine, elle laisse dans le deuil ses enfants, Guylaine Gervais et son conjoint Richard Brûlé, Gilles Gervais et sa conjointe Sylvie Chevrette, Diane Gervais et son conjoint Stéphane Simard, Ghislain Gervais et sa conjointe Maryse Garceau. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Geneviève, Eliane et Rosalie, de même que ses arrière-petits-enfants, Mathis et Mégane. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Donald Bélanger et sa conjointe Madeleine Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à leur mère. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bélanger a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, Mathieu Bérard a perdu la vie à Saint-Barthélemy à l'âge de 39 ans le 18 avril. Il était le conjoint de Mélanie Dauzois. Il laisse dans le deuil ses parents, Alain Bérard et Diane Sylvestre, laisse aussi dans le deuil sa grand-mère paternelle, Marguerite Laurando, feu Benoît Bérard, son frère adoré Frédéric Bérard et ses précieuses sœurs, Caroline Bérard et son conjoint Patrick Plante, Marie-Claude Bérard et son conjoint François Laurando. Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls, qu'il aimait tant, Zoé Bérard et Marianne Plante, Charlie Laurando et Gabriel Bérard,
ainsi que sa belle famille, ses oncles, tantes, cousins et de très nombreux amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 19 avril, à l'aube de ses 76 ans, est décédée Mme Louise Lontin, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Lui ont précédé sa sœur Gisèle et ses frères Jean-Guy et Gilles. Elle laisse dans le deuil ses fils, David Destrempes et sa conjointe Nathalie Racine, Mathieu Destrempes, ainsi que ses sœurs et beaux-frères, Rachel Lontin, Thérèse Lontin et son conjoint Peter Jaslow, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lontin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Le Château, le 22 avril, est décédé à l'âge de 77 ans M. Jean-Marc Ferland, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne feu André Martin, ainsi que ses neveux Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Louis Martin et Philippe Martin et leurs filles Alice et Sarah, sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et ses filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans la communauté. Il a notamment été président de la fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthierville, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a siégé sur le conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques provinciales et fédérales. Et en raison de la pandémie actuelle, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. La famille de M. Ferland tient à particulièrement remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. Et maintenant, au CHSLD des Moulins à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Deraspe, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay. Elle laisse aussi dans le deuil ses petites filles Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, ainsi que son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose-Eliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Caillé a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. C'était les avis de décès pour aujourd'hui et nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, ce sera plutôt nuageux avec un mercure de plus 5. Dans la nuit de lundi à mardi, à nouveau plutôt nuageux, mais le mercure descendra autour de plus 3. Et mardi matin, ce sera plutôt nuageux avec un mercure de plus 4. Mardi après-midi, le ciel sera variable avec un mercure de plus 9. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci de continuer à nous suivre dans cette période plutôt spéciale. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.